Bonjour à tous et bienvenue à la semaine de l'impact par Schoolab. La semaine de l'impact, c'est des événements tous les jours de lundi à jeudi cette semaine à 14 heures. Je m'appelle Stacy Bignon et je suis la directrice de communication pour Schoolab. Schoolab est récemment devenue une entreprise à mission et on souhaite partager ces bonnes nouvelles avec vous en vous proposant cette programmation riche avec 18 intervenants à travers 4 événements toute la semaine. Avant tout, la semaine de l'impact est une célébration des initiatives et des personnes qui changent le monde de demain. Et je crois qu'on mérite tous un petit boost en cette fin d'année 2020. Cette première édition de la semaine de l'impact est placée sous le thème de la 12e vie. C'est des entreprises, des territoires, des produits et de l'entrepreneuriat comme une opportunité pour changer de vie. Aujourd'hui, c'est notre immense plaisir de rassembler pour ce premier event les dirigeants des entreprises à mission qui ont inspiré les démarches de Schoolab pour faire pareil. Ils vont échanger aujourd'hui sur comment une entreprise à mission est comme une deuxième vie pour les entreprises. Nous sommes ravis d'accueillir Yasmina Jaffar comme modératrice pour cet event. Yasmina est présidente de la Ruche Media Production et aussi journaliste. Bienvenue Yasmina, je te laisse le Zoom salle si tu veux. Bonjour Stacy, et en effet ravie de modérer cette heure avec vous quatre, et je vais présenter trois des invités, donc honneur aux dames. Anne Mollet, vous êtes directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Julien Fayet, vous êtes cofondateur et directeur général de Schoolab. Éric Delannoy, vous êtes dirigeant et cofondateur aussi de la société Tanding. Nous allons voir ensemble pendant cette petite heure ce qu'est une entreprise à mission. On va essayer d'être ensemble assez factuel et pédagogique parce que je crois que c'est un nouveau sujet, mais c'est un sujet porteur qu'on ne connaît pas très bien, que ce soit du point de vue du grand public ou des médias. Donc, c'est intéressant de décrypter vos deuxièmes vies, votre histoire, vos motivations. Ensuite, on basculera sur la société telle qu'aujourd'hui elle envisage l'entrepreneuriat avec l'image positive que ça apporte, ce nouveau statut, et puis ensuite vos espoirs et votre imagination par rapport à ce fameux nouveau monde dont parlait Stécé tout à l'heure en ouverture. La première question, c'est très simple. Par exemple, Anne Mollet, le nom de votre société, c'est directrice générale de la communauté de l'entreprise à mission. Alors, c'est plein de mots, mais en fin de compte, quelles sont exactement les définitions de ces différents mots, de ces différents termes? On ne vous entend pas, Anne. Là, on vous entendra dans une seconde. Voilà, parfait, là, on vous entend. Donc, tout d'abord, c'est une association d'intérêt général qui s'est constituée très tôt, même avant la loi Pacte. C'est une association qui rassemble à la fois des entrepreneurs, des dirigeants, des chercheurs, des experts, et qui a pour vocation de promouvoir ce nouveau modèle d'entreprise. Alors, on travaille autour de trois thématiques que sont le partage entre pairs, parce que comme c'est nouveau, effectivement, le partage avec d'autres personnes, d'autres dirigeants d'entreprise qui se sont lancés sur le chemin ou qui sont déjà sociétés à mission, ça permet d'aller plus vite et d'être plus performant, en tout cas, sur cette démarche. On travaille aussi à enrichir le modèle de la société à mission et troisième grand pan, faire connaître au plus grand nombre cette qualité. Très bien. La même chose pour vous, Julien. Vous êtes depuis le printemps 2020 à ce nouveau statut. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour Schoolab? C'est en fait pour nous l'aboutissement d'un long chemin et ça a permis en fait de matérialiser une intention qui était de longue date dans nos intentions. Alors pour être un peu plus concret, le statut d'entreprise à mission qu'on a donc adopté au printemps, ça a signifié un certain nombre de choses assez concrètes qui étaient celles de la première étape et une étape non négligeable, c'est celle d'inscrire notre raison d'être dans nos statuts. Donc ça veut dire en fait ancrer dans le marbre la mission que nous sommes donnée. Et donc ça a été pour nous à la fois d'une certaine façon un aboutissement d'une réflexion qui était en gestation depuis longtemps, mais aussi un démarrage pour mener un certain nombre de combats que l'on voulait plus explicites.
et que l'on voulait mener de façon plus explicite. La mission telle que Schoolab se l'est assignée, c'est celle de développer un état d'esprit entrepreneurial et collaboratif pour changer la société. Et tout est dans le pour changer la société, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire d'expliciter ce que l'on voulait effectivement changer, et ce en quoi en fait cette mission on pouvait la rendre plus tangible et plus concrète en termes de changement de statu quo dans la société. Voilà, donc le statut d'entreprise à mission, ça nous a permis d'ancrer cette mission, et puis de mettre tous les collaborateurs, toute la société, mais aussi notre environnement, parce qu'on travaille vraiment dans une logique d'écosystème, de mettre toutes ces parties prenantes avec nous dans la réalisation de cette mission, donc de la rendre aussi plus tangible. Donc c'est à la fois un aboutissement et un point de départ, et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Oui, très bien. Éric Delannoy, pareil. Alors, la particularité, c'est que Tenzing est aussi une société à mission, mais vous accompagnez aussi des sociétés qui veulent passer le pas. Alors, votre définition en tant que professionnel, mais aussi conseiller, consultant? Pareil, Éric, je crois que votre micro est coupé. Je crois, hein? Pas de souci. Ça va mieux là, je crois. Très bien, très bien. Ravi de La vous société à mission, pour nous, c'est simplement l'idée de reconnaître par la loi le caractère responsable d'une société. C'est-à-dire qu'en gros, on ajoute des outils qui vont permettre de valider que quand on prend des engagements, on les tient. Donc, on y reviendra plus précisément tout à l'heure. Pour ce qui concerne Tenzing, nous, c'est un peu différent. On n'est pas sur une deuxième vie, puisque le thème de cet après-midi, c'est la deuxième vie de l'entreprise avec la société à mission. C'est notre première vie, la société à mission, puisqu'on s'est construit autour de la société à mission, on s'est construit sur notre pourquoi. La société à mission, c'est je m'interroge sur comment j'impacte la société, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon objet social, et ensuite je le prends en compte dans mes statuts. Nous, quand on a créé notre société il y a 4 ans, on s'est créé sur un objet social qui était l'ascension professionnelle des jeunes de milieu modeste. Et du coup, le conseil en stratégie, qui est notre métier, devient un moyen et non pas une finalité de la finalité, la finalité étant notre mission. Donc, on a construit une entreprise de conseil en stratégie qui a pour finalité l'ascension sociale des jeunes de milieu modeste. Donc, pour nous, c'est une première vie qui consiste à se dire toute l'entreprise est construite autour de cette finalité-là. Notre métier pour faire du conseil est construit autour de cette finalité-là. Nos actions que l'on met en place derrière, que ce soit vis-à-vis de l'éducation, que ce soit vis-à-vis des jeunes de milieu modeste, que ce soit vis-à-vis des associations et de l'écosystème, puisqu'on redistribue tous nos bénéfices à des associations d'égalité des chances, sont tournés autour de notre finalité. Et du coup, c'est bien ça notre mission. C'est pour ça que ça a été très facile pour nous de basculer sur ce statut-là, en fait. Enfin, cette qualité-là, ce n'est pas un statut. Exactement, ça fait partie de votre ADN fondatrice. Anne Mollet, vous avez une possibilité de nous expliquer via des slides ce qu'est exactement une entreprise à mission. Voilà, alors nous avons un support, c'est très bien ça. Et voilà, comment nous pouvons expliquer tout ceci? Je vous écoute. Alors, tout d'abord, la qualité de la société à mission a été, on va dire, promulguée par la loi Pacte, dans le cadre de la promulgation de la loi Pacte, qui prévoit 3 niveaux, on va dire, d'engagement des entreprises, comme le disait Éric tout à l'heure. Pour toutes les entreprises aujourd'hui doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Ça, c'est pour tout le monde. Et ensuite, la loi Pacte a défini 2 niveaux pour les entreprises volontaires qui veulent aller plus loin dans leur engagement. Donc, tout d'abord, la raison d'être statutaire, et ensuite, le niveau le plus engagé, la qualité de société à mission. Donc, toutes les entreprises régies par le Code du commerce peuvent, qui rentrent, on va dire, dans cet engagement, peuvent passer société à mission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que statutairement, elle se fixe une mission qui est composée à la fois d'une raison d'être, donc globalement qui je suis et quelle utilité j'ai, et à laquelle elle adjoint justement des objectifs sociaux et environnementaux qui sont liés à l'activité de l'entreprise. Et là, c'est très important, c'est vraiment une démarche de stratégie d'entreprise et vraiment une démarche liée au business de l'entreprise. Ouais. Ensuite,
Ensuite à cela, la loi prévoit deux éléments pour justement éviter le mission washing dont on entend beaucoup parler, à savoir une gouvernance. Donc globalement, l'entreprise met en place soit un comité de mission, si elle est composée de plus de 50 salariés, soit un référent de mission. Et cette gouvernance ouverte et cette gouvernance ouverte et partagée permet justement de challenger cette mission. Et donc, la comité de mission a pour vocation de suivre l'exécution de la mission et peut aller bien entendu beaucoup plus loin. Ensuite, deuxième élément, le dispositif d'évaluation. Donc, en fait, un organisme tiers indépendant donc, qui vérifie tous les 2 ans le bon suivi, la bonne exécution de ses objectifs. Et élément très important, on peut perdre la qualité de société à mission si l'OTI se rend compte que l'entreprise ne s'est pas mise en action, ne s'est pas mise en tension pour répondre à ses engagements. Et là aussi, c'est très important. Alors, il est clair que dans l'esprit de la loi Pacte, on va dire, chaque entreprise doit se fixer ses propres engagements et ses propres objectifs. Ce n'est pas un label, ce n'est pas un référentiel, c'est à chaque entreprise de faire le chemin. Et hop là, et là je crois que c'est bloqué. Voilà. Oui. Donc, ce qui est statutaire, c'est la raison d'être et les objectifs, les grands objectifs qui ont vocation à durer dans le temps, c'est-à-dire qu'on est sur une stratégie d'entreprise à 5, 7 ans, 10 ans, voire même. Et ensuite, on peut bouger un comité de mission, effectivement, ce qui doit être inscrit aussi dans les statuts, c'est comment se fait la gouvernance de la mission. Et ensuite, à l'entreprise de définir un référentiel opérationnel et des objectifs opérationnels qui là, auront vocation à être retravaillés au fur et à mesure. Et pour finir, ce n'est pas exhaustif du tout, mais ce qui est important de mentionner, c'est qu'aujourd'hui, on compte à peu près un peu plus de 80 sociétés à mission en France. Donc, le chiffre augmente tous les jours. Parce que c'est vrai qu'une entreprise met globalement dans ce qu'on voit entre 6 mois et 18 mois, entre le moment où elle le décide et le moment où elle fait les changements statutaires. Donc, comme le décret d'application a à peine 1 an, c'est sûr que la grosse vague va avoir lieu en 2021. Et on estime que d'ici 5 ans, cette qualité de société à mission la qualité de société à mission devrait être adoptée par à peu près 10 000 entreprises en France. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment une lame de fond. C'est vraiment un nouveau un référentiel d'entreprise qui souhaite, on va dire, rééquilibrer on va dire, la recherche de la performance économique et l'engagement sociétal. Voilà. Et toutes ces démarches, bien entendu, sont initiées par le dirigeant d'entreprise, mais on va y revenir. Oui, tout à fait. Justement, c'est la question que je voulais poser à Eric. Il y a, là, on a vu différentes marques, différentes entreprises. Je pose la question aux conseillers, aux consultants. Est-ce que toutes les entreprises TPE, PME ou les très grosses entreprises, ils vont très facilement? Est-ce que c'est plus facile pour une grosse entreprise qu'une petite? Et qui donne l'impulsion? Est-ce que c'est le chef? Alors, il y a 3 questions. Hein. Est-ce que c'est le chef ou est-ce que ça peut être l'équipe qui a un ADN très fort et qui essaye de convaincre un chef? Alors, les motivations, elles sont très différentes. Et puis, comme le disait Anne, c'est un choix volontaire. Donc, personne n'impose rien à personne. Il faut avoir une motivation extrêmement forte. Et en général, celui qui a la motivation, ou en tout cas la capacité à impacter la gouvernance, ce sont les dirigeants. Donc, dans 9 cas sur 10, sauf dans des sociétés apprenantes qui sont sur des modes de leadership partagé, il n'y en a quand même pas beaucoup. Celles-là, elles sont déjà intimement convaincues du sujet. C'est le leader de l'entreprise, ce sont les dirigeants des entreprises qui impulsent le mouvement parce que le leader est à la charnière, comme l'évoquait justement Anne tout à l'heure, il est à la charnière entre l'opérationnel, les objectifs que l'on prend et qu'on va mettre en œuvre, et puis la gouvernance, qui sont les actionnaires, la manière dont je vais protéger ma mission, etc. Seul le dirigeant est capable de faire cette charnière-là. Et donc, c'est lui qui doit impulser toute cette démarche. Mais vous savez, une entreprise à mission, ce n'est pas la qualité magique qui fera que demain, toutes les entreprises sont responsables. Vous avez toujours ceux qui défendront Milton Friedman. Hein. Rappelons que Milton Friedman était cet économiste américain qui a donné ses lettres de noblesse à la cupidité quand même. Donc, sur le thème que l'entreprise est là pour faire des profits et que pour faire des profits. Ces gens-là, les libertariens, les ultralibéraux, resteront
à se dire que finalement, ce n'est pas à l'entreprise de s'occuper des enjeux sociétaux. Donc, ce n'est pas la peine de les convaincre. Ce qu'il faut peut-être, à terme, avec cette fameuse vague, c'est de les démonétiser. C'est de se dire, des entreprises comme celle-là, on n'a pas envie d'aller y travailler, on n'a pas envie d'acheter leurs produits. Pour laisser la place à d'autres entreprises qui, elles, vont faire la démarche soit de se transformer, et là, c'est un peu compliqué, donc des entreprises qui, non pas prennent conscience que ça serait mieux de faire autrement, mais se disent que pour bien fonctionner à terme, il faut faire autrement. C'est-à-dire que c'est un passage obligé. À mon avis, l'intégralité ou la grande majorité d'entreprises, et vous voyez, je ne fais pas d'angélisme, sont des dirigeants qui, en étant visionnaires sur la fracture sociale, les problématiques de transition écologique, se disent, si on continue comme ça, on va dans le mur. Typiquement, BNP Paribas. BNP Paribas est une très belle grande entreprise. Quand vous entendez son directeur général dans ses propos aujourd'hui et il y a 10 ans, c'est plus du tout les mêmes parce qu'ils ont pris conscience que fonctionner comme on fonctionnait avant, c'est aller dans le mur. Ça, c'est la majorité des entreprises. Et ensuite, il y a, que je qualifierais quelques pionniers, quelques personnes convaincues, des gens qui ont à la fois une espèce d'humanisme chevillé au corps et pas le profit comme horizon, qui vont se dire, on a envie que notre société participe au bien commun, soit un lieu de transformation qui va impacter et servir les enjeux sociétaux. Et ceux-là sont souvent les pionniers, sont ceux dont vous avez vu les noms et qui sont tirés par des leaders qui, en gros, voient l'entreprise d'une manière différente. Julien, justement, pour pouvoir donner du sens, parce que c'est ça, c'est l'idée, c'est de donner du sens à notre activité, à ce que nous faisons. Est-ce que justement vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose à faire autour de l'information, de l'accès à la connaissance de ce statut-là? Est-ce que les entrepreneurs sont très au courant et très au fait, ou alors il y a encore beaucoup à faire pour que cette vague de fonds soit la plus rapide possible? Alors, nous, ce qu'on constate, on est au contact effectivement de beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises de toute taille, depuis des jeunes entrepreneurs qui démarrent leur société jusqu'à des grandes entreprises. Donc, on est, je dirais, au centre d'un écosystème assez riche de beaucoup d'entrepreneurs. Donc, effectivement, on voit, on a, je pense, une vision relativement large de la question que vous posez. Ce qu'on constate, en fait, c'est que on a des entrepreneurs qui sont de plus en plus, et vraiment de plus en plus, concernés par l'impact positif qu'ils peuvent avoir à travers leur activité sur la société. Je dirais qu'aujourd'hui, dans les jeunes entreprises que nous, on accompagne dans nos programmes ou qu'on voit dans notre environnement, je n'en vois plus beaucoup qui n'ont pas, à quelque degré que ce soit, ça dans leurs objectifs ou dans leurs idées. Donc, la préoccupation, elle existe et elle est réelle chez les dirigeants d'entreprise ou les fondateurs d'entreprise, et elle est de plus en plus importante. Ensuite, le fait de le traduire structurellement dans une raison d'être, dans une société à mission, il y a encore un peu de pédagogie à faire et de chemin. Moi, je trouve que cette démarche, en fait, elle est très aidante pour les entreprises, car elle a été pensée, en fait, je trouve, de façon intelligente, parce qu'elle est une incitation, en fait, à réfléchir autrement, à se donner des objectifs, effectivement, à se les faire challenger. Voilà, donc c'est une démarche aidante, et cette démarche-là, elle n'est pas encore généralisée dans les esprits, même si effectivement on constate quand même une accélération. Après, ce sont quand même des démarches qui sont impactantes et engageantes. Donc, enfin, c'est à la fois une démarche engageante et en même temps quelque chose qui n'est pas si compliqué à mettre en route. Donc voilà, il y a beaucoup de pédagogie. J'espère qu'on y contribue aujourd'hui Bien sûr. pour faire connaître cette façon de faire. Et que faudrait-il selon vous? Est-ce que les médias peuvent s'emparer de la situation? Est-ce que les écoles qui forment différents dirigeants doivent s'emparer de la question? Est-ce que ça doit rentrer dans une forme de pédagogie scolaire officielle pour motiver les esprits aussi? Alors, nous, notre point de vue, c'est qu'on va changer d'état d'esprit si on change dans l'éducation le plus tôt possible. Schoolab s'est construit au départ sur des problématiques d'éducation à travers des programmes d'étudiants en particulier, et changer d'état d'esprit, effectivement, il faut les changer le plus tôt possible.
Donc, ce qu'on a promu, nous, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, la collaboration, on le sait, il faut le promouvoir le plus tôt possible. Et on en voit, c'est quelque chose dont on constate les résultats 15 ans après. C'est-à-dire que les étudiants qu'on a vus il y a 15 ans, ceux dont on a contribué à faire changer l'état d'esprit, effectivement, on le voit. Donc, je ne peux pas être plus d'accord avec vous que c'est la démarche qu'il faut mettre en route. Sans doute beaucoup dans les études supérieures où on est le plus proche de la vie professionnelle, on va dire, et dans l'idéal, le plus en amont possible. Oui, je souscris. Anne, par rapport à justement ce que disait Julien tout à l'heure sur la société qui bouge et qui évolue, et on est tous au fait de ce qui se passe en ce moment d'un point de vue sanitaire avec le Covid, est-ce que vous avez l'impression qu'avec nos changements de mode de vie, avec le travail à la maison, le regard que nous pouvons avoir sur le monde de demain, etc., ça joue son importance dans la volonté, est-ce que ça accélère la volonté des dirigeants de passer à d'autres entreprises et à leur deuxième vie pour correspondre un peu à un monde un peu plus sympa? Oui, ça accélère le mouvement des entreprises qui étaient déjà engagées auparavant. Globalement, une entreprise ne se réveille pas un matin en se disant je n'avais aucun sens politique et aujourd'hui j'ai envie de me lancer. Je veux dire, aujourd'hui, les entrepreneurs et les dirigeants que j'ai au bout du fil et avec lesquels je travaille, ce sont des dirigeants qui d'ores et déjà étaient, ils avaient mis au cœur de leur préoccupation quand même leur engagement sociétal. En se disant, une entreprise ne peut pas être qu'une source, on ne peut pas rechercher que le profit, il y a autre chose quand je dirige mon entreprise. Mais pour autant, on sent une accélération de ce mouvement et une affirmation de la volonté d'aller plus loin et de jouer un rôle vraiment dans les grands défis sociétaux qui s'offrent à nous. C'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise se rendent bien compte qu'on ne peut pas tout attendre de l'État et qu'ils ont aussi leur rôle à jouer. Et l'entreprise est un bon levier pour transformer les choses et une bonne taille. Et je rebondis sur ce que disait Julien concernant l'éducation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est de plus en plus contacté par des business schools qui s'intéressent au sujet et notamment dans leur programme. Donc ça, c'est intéressant. Bien entendu, la communauté d'entreprises à mission depuis le début et travaille avec Minparitech. Donc, et là aussi, on travaille beaucoup avec eux sur ce nouveau modèle d'entreprise qui sera encore une fois une référence à la française, on va dire. Et on voit bien aussi que l'Europe est en train de se poser la question d'élargir. L'Europe est en train de travailler sur la base de la loi Pacte, justement, pour faire un modèle à l'européenne. Donc là aussi, c'est assez intéressant et la France pourrait aussi le faire de lance européen sur ce sujet. Mais globalement, effectivement, les dirigeants d'entreprise, on sent une accélération nette, ça c'est évident. Mais c'est lié aussi à une meilleure connaissance de ce dispositif, de ce modèle d'entreprise qui n'a, en tout et pour tout, qu'un an. Donc on est vraiment au début de l'histoire. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on peut évoluer. Je vois qu'il y a une question, par exemple, de Claire Algrin sur les questions qui nous sont proposées. Est-ce qu'il y a une ambition de faire évoluer les choses d'année en année, quand on va mieux connaître cette loi et ses dispositions, peut-être avec les entreprises, force de proposition, essayer de faire évoluer les choses et imaginer une charte, un label qu'on ne pourrait même pas imaginer aujourd'hui. Ça va grandir avec nous, non ? Alors, encore une fois, ce n'est pas une charte, ce n'est pas un label, c'est vraiment c'est très lié à l'activité et à la singularité de l'entreprise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un mouvement qui est avant tout porté par les PME françaises. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler des grandes entreprises qui sont passées sociétés à mission, mais dans la majorité des cas, les sociétés à mission, ce sont des PME. Donc ça aussi, c'est extrêmement important et ça fait vraiment référence à la richesse française, des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs. Eric, c'est plus facile à mettre en place quand c'est une PME, quand c'est une grosse entreprise ? En fait, il y a plusieurs catégories d'entreprises pour lesquelles c'est plus ou moins difficile. En fait, le fait que ce soit des PME résout quasiment des problématiques de gouvernance, puisque la qualité d'entreprise à mission joue pas mal sur la gouvernance, puisqu'il faut modifier les statuts. Et donc, le rapport qu'il peut y avoir délicat entre des actionnaires, entre des administrateurs d'horizons différents dans les grands groupes n'existe quasiment pas dans les PME. Et du coup, il est plus facile d'adapter les statuts parce qu'ils sont à la main des dirigeants fondateurs. Donc,
Donc, il y a quand même effectivement cette dichotomie en termes de difficultés entre petites et grandes entreprises. Il y a d'autres dichotomies qui existent, hein, internationales ou pas. Par exemple, parce que la qualité d'entreprise à mission, c'est franco-français. Pour les groupes internationaux, c'est compliqué d'en faire un label qui parle à tout le monde en termes de pédagogie, parce que ce n'est pas du tout les mêmes notions de purpose, de bénéfice qu'on peut avoir dans les différents pays, et ce n'est pas du tout harmonisé. Donc, c'est une deuxième petite dichotomie qui rend les choses plus compliquées pour les grandes entreprises qui sont souvent plus internationales. Ensuite, il y a une troisième dichotomie qui est groupe versus filiale. Enfin, est-ce que je suis une entreprise PME seule ou est-ce que j'ai des filiales? À ce titre-là, est-ce que je vais faire en sorte que mes filiales soient entreprises à mission ou est-ce que c'est le groupe qui va être entreprise à mission? En l'occurrence, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Il y a d'ailleurs tous les modèles qui existent, mais on voit bien que c'est un facteur de complexité complémentaire, ce qui explique que pour le moment, c'est plutôt les PME qui y vont. Alors maintenant, par rapport à la question qui a eu lieu sur le chemin et sur le fait est-ce qu'il y a une progression continue, moi j'ai donné l'exemple de Tenzing. Tenzing, notre mission, c'est favoriser l'ascension sociale des jeunes de milieux modestes. Autant vous dire, c'est un objectif qui n'est jamais atteint. Donc, l'objectif du comité de mission ou de l'OTI, quand il viendra nous jauger, ce n'est pas de voir si les objectifs sont respectés, mais si on avance sur le chemin positivement. Et donc, c'est à l'entreprise de pouvoir se doter, à travers le comité de mission et à travers sa pratique, de ce qu'il faut pour faire la preuve que non pas les objectifs sont tenus, mais que les engagements sont tenus. C'est-à-dire que les actions qui sont prises dans le cadre de l'entreprise sont faites en cohérence avec ces engagements-là. Même si, encore une fois, il y a des objectifs qu'on ne tiendra jamais, mais dont toutes les actions participent au fait de l'atteindre un jour. Donc, l'amélioration continue se fait au fur et à mesure du temps. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est par rapport à l'éducation. Nous, on travaille actuellement avec une grande école. Les grandes écoles de commerce, aujourd'hui, vous savez, sont des entreprises, par ailleurs. Oui. Et donc, elles aussi, elles ont envie d'être entreprises à mission. Donc, elles revoient leur modèle d'entreprise à mission. Alors, on va dire, une école, c'est forcément à mission, puisqu'il y a une vocation d'éducation, de transmission. Mais en fait, c'est la manière de faire dans le recrutement des élèves, la manière de faire dans l'enseignement qui est fait, dans la manière de faire dans les valeurs qui sont partagées. C'est tout ce travail-là que l'on fait avec elles pour que demain, elles acquièrent un statut qui vont faire en sorte que ces entreprises-là, notamment des écoles de commerce, puissent être au service demain de la construction ou de la fabrication de managers qui soient plutôt, on va dire, responsables et qui n'aient pas seulement le mot profit à la bouche, quoi. Donc, vous voyez que l'éducation, c'est aussi transformer les agents éducateurs, ce qui joue pas mal. Oui, exactement. Il y a une question qui nous est posée, j'ai envie de vous la poser à chacun. Quels effets concrets de passage d'entreprise à mission sur le business, pouvez-vous nous donner des exemples? C'est vrai que du coup, ça rentrerait notre débat dans quelque chose de très, très factuel. Alors, on va commencer par Anne. Je rebondis sur ce que dit Eric, c'est-à-dire d'ores et déjà l'attractivité employeur, que ce soit chez les jeunes qui commencent dans le monde du travail ou même sur toutes les générations. Aujourd'hui, redonner du sens à son travail, bon, ça devient galvaudé tellement on en parle, mais en tout cas, c'est une réalité. Et on se rend bien compte que dans les entreprises qui offrent cette possibilité, donc l'attractivité employeur à la fois, est-ce qu'on va déposer son CV, mais aussi la fidélisation des salariés est plus grande. Ça, c'est clair, c'est évident. Ensuite, deuxième pan, les attentes clients, les attentes consommateurs. Là encore, les consommateurs sont de plus en plus, on va dire, informés sur l'alignement de l'entreprise avec son activité. Et on ira plus, les clients iront plus facilement vers une entreprise qui est complètement alignée dans son modèle plutôt que dans une entreprise autre. Et ensuite, il y a plein de raisons, mais voilà, sachant qu'en plus, pour une entreprise, ce qui est intéressant aussi, c'est les relations avec ses parties prenantes. Bon, on a parlé des salariés, on a parlé des clients, mais aussi avec ses fournisseurs, aussi dans sa capacité à innover. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et pour un dirigeant d'entreprise aussi, pour un entrepreneur, encore une fois, on ne peut pas réduire, comme ça a été le cas pendant longtemps, une entreprise à la recherche du profit. Il a besoin d'autre chose. S'il a créé sa boîte ou s'il a repris sa boîte, c'est qu'il a envie de véhiculer autre chose. Et ça aussi, l'engagement est source de performance, ça c'est évident. Et cette démarche d'entreprise à mission y contribue. Sachant que, parce que c'est une question qui nous est souvent posée, il n'y a aucun intérêt fiscal ou financier à passer société à mission.
Ouais. D'accord. Donc, l'intérêt se trouve ailleurs. Oui, dans l'engagement concret. Julien, quant à vous, quel exemple concret? Alors, sur les aspects business, en fait, Oui. moi, ce que je dirais, c'est en fait, le passage d'entreprise à mission, en fait, il pose un cadre et il mène, enfin, il donne aussi une direction. Donc, ce qui fait que pour nous, ça a un impact sur la façon dont on pense nos produits et nos services. Qu'on oriente de manière différente. Aujourd'hui on lance un nouveau produit ou un nouveau service, on ne peut pas ne pas l'envisager dans le cadre de notre mission et notre raison d'être. Donc c'est une grille de lecture dans la construction de notre offre qui est vraiment très forte. Et puis voilà, pour rebondir sur ce que disait Anne aussi à l'instant, on est tout à fait conscient d'une chose très importante, c'est qu'au final, ce sont les clients, les utilisateurs finaux qui drivent le souhait de l'impact positif. Donc, on l'a fait réaliser à beaucoup de clients entreprises avec lesquels on travaille, parce que nous, on travaille donc avec beaucoup d'entreprises, PME, grandes entreprises, etc., de leur montrer, de leur faire réaliser que les clients sont souvent bien en avance en termes de prise de conscience sur eux-mêmes, sur les entreprises en question. C'est quelque chose qui est assez fort. Et en fait, simplement, l'entreprise à mission et cette raison d'être, elle nous amène à raisonner toujours et en tout lieu de cette manière-là. Donc voilà, dans la façon dont on interroge les clients, dont on interagit avec nos clients à nous qui sont les entreprises, on a toujours ce spectre et cette ligne de conduite. Parfait. Et vous, Eric? Alors, il y a chez nous et chez nos clients. Hein. Alors, chez nous, c'est très simple. Comme on s'est encore une fois construit sur le pourquoi, le premier élément concret dans le business du fait qu'on est entreprise à mission, compte tenu de la mission que l'on a, c'est notre outil de recrutement. Puisqu'on veut promouvoir l'ascension sociale des jeunes de milieux modestes, on recrute des consultants en stratégie, non pas sur le diplôme des grandes écoles en général, hein, mais sur les talents. Donc, on a construit un outil spécifique, totalement différent de ce qui se fait ailleurs, qui nous permet de faire ce qu'on appelle du recrutement inclusif. Ça, c'est le premier élément. Donc, notre outil de recrutement est totalement en phase avec notre outil à mission. Ensuite, il y a tous les aspects autour de nos offres spécifiques. On est un cabinet en stratégie qui avons des offres, on va dire, classiques, hein, gestion de projet, management, organisation, transformation, mais on a mis notre ADN au service de nos offres pour faire en sorte que quand on fait de la réduction de coûts, on fait de la réduction de coûts à impact. Hein, comment on fait de la réduction de coûts sans changer l'expérience client ou l'expérience collaborateur. Comment on travaille sur du numérique responsable pour être cohérent avec la transition écologique. Comment on fait pour faire de l'innovation managériale et redonner de l'autonomie aux collaborateurs, qui est cohérent avec le management que l'on pense être intéressant par rapport à une entreprise à mission. Bref, on a essayé de faire en sorte que notre ADN ait un impact sur l'offre de conseils que l'on fait. Et dernier point, par rapport à nous, c'est que on a bien évidemment des activités extra avec notre mission, faire en sorte d'intervenir beaucoup dans les écoles justement pour connaître un petit peu ces nouveaux modèles d'entreprise et travailler sur l'égalité des chances. Ce sont la redistribution de nos bénéfices à des associations et donc on travaille avec ces associations dans le temps pour que notre combat puisse avoir une résonance. Et vis-à-vis de nos clients, concrètement, c'est les aider à se transformer quand ils veulent aller plus loin dans leur engagement ou les aider à formuler leur stratégie d'engagement quand ils sont déjà engagés. Parce que ce qu'on nous dit souvent, c'est à quoi ça sert d'être entreprise à mission? Moi, l'engagement, les objectifs sociaux, j'en fais depuis longtemps. Et donc, pourquoi j'irais aller m'enquiquiner à la comité de mission, etc. Simplement parce qu'effectivement, il y a des nouvelles exigences, notamment vis-à-vis des clients et des parties prenantes, qui demandent à ce qu'on formule, qu'on externalise, qu'on extériorise et qu'on mette en cohérence une vision d'entreprise qui soit une vision d'entreprise engagée. Qu'on ne puisse plus seulement dire il y a la qualité de mes clients, de la fidélisation de mes clients, il y a la qualité de mes produits, mais il y a la qualité de l'entreprise par rapport à son écosystème et plus largement par rapport à la société. Et vos équipes management. J'ai vu, Yasmina, qu'il y avait une question autour de Danone, qui est un cas très intéressant. Oui. Je veux bien en dire un mot si ça ne vous embête pas. Pas de souci. Je pense que Danone,
intéressant la polémique qu'il y a autour de Danone sur le fait que, malgré le fait qu'elle soit entreprise à mission, elle licencie du monde. Mais d'ailleurs, elle ne licencie pas, elle supprime des postes, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est vachement intéressant, comme ça montre à quel point on n'a pas encore compris, notamment les journalistes, n'ont pas encore compris ce que c'est qu'une entreprise à mission, qui n'est pas le fait de devenir une entreprise bisounours. Ce n'est pas parce qu'on renonce à faire de la rentabilité ou des bénéfices le but ultime de l'entreprise qu'on renonce à faire des bénéfices. Simplement, ça devient un moyen plutôt qu'une fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on peut reprocher quelque chose à Danone, c'est qu'Emmanuel Faber a probablement fait en accent son plan de restructuration sur la volonté de retrouver une rentabilité dans les standards du marché. Et donc, il a travaillé avec les standards de son écosystème. Et j'ai envie de dire, il est un peu victime de la solitude du précurseur, qui veut mettre en place un modèle différent, mais qui n'en a pas encore forcément tous les éléments de langage auxquels son écosystème, notamment les investisseurs, les analystes, seront sensibles. Si elle est nécessaire, il faut qu'il la fasse. S'il distribue des dividendes à ses actionnaires, il faut qu'il le fasse pour avoir du capital. Là où il y a un problème, c'est qu'il ne met pas en perspective ça par rapport à ses engagements. C'est qu'il ne dit pas, si je dois supprimer des postes et licencier des personnes, je ferai un accompagnement spécifique qui est cohérent par rapport à ma mission et à mes engagements, mais qu'il reste juste sur un discours qui est, j'ai envie de dire, l'ancien monde, pour reprendre une expression que je déteste. Donc, en tout système dans lequel il y a des Coca-Cola, des gens qui sont sur leur 15% de rentabilité et qui, eux, n'ont pas cette préoccupation, on va dire, vertueuse. Et donc, si je devais conclure, Danone aura peut-être péché par manque d'humilité et par une communication qui n'est pas encore aboutie au regard de ce qu'il veut faire. Et justement, j'allais poser la question à Julien et à Anne sur cette idée du monde de demain, de l'entreprise vertueuse, du fait qu'il ne faut pas trop se montrer capitaliste ni trop gourmand. Est-ce que parfois, certaines personnes pourraient être charmées par ce statut juste pour une question d'image marketing, en justement se trompant sur la façon de communiquer sur cet engagement? Est-ce que c'est une de vos craintes que ce statut soit un petit peu utilisé, même si j'ai l'impression qu'en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y avait une qualité du statut et que c'était quand même assez regardé. Mais est-ce que voilà, vous n'avez pas cette crainte-là que les entreprises veulent un peu se verdir l'image? Il y a plein d'autres façons de se verdir en étant moins exigeant et moins impliquant. Et globalement, c'est un chemin, encore une fois, qui demande de l'engagement, qui demande de l'exigence, qui demande du temps et de l'investissement et cela pour tout le monde dans l'entreprise. Donc, une entreprise qui souhaite simplement travailler sur son image, elle a plein d'autres façons de le faire. Et pour autant, encore une fois, la gouvernance de la mission est un peu un garde-fou contre le mission washing. À la fois parce que une entreprise qui réunit son comité de mission avec des clients, des fournisseurs, des personnes qualifiées, mais n'a pas envie de se mettre, de dire à son comité de mission, j'ai rien fait en fait. Donc elle-même se met une pression et se met en tension par rapport à son écosystème et pour avancer. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on peut perdre sa qualité de société à mission. Oui. Et ça, c'est le rôle de l'OTI, de vérifier effectivement que l'entreprise s'est bien mise en chemin et est vraiment sur une obligation on est vraiment sur une obligation de résultat là-dessus. Donc c'est extrêmement important et on va le voir, on va affiner la démarche au fil du temps. Mais encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a assez peu de recul parce qu'on est à 1 an de la promulgation du décret d'application. Donc globalement, mais on va faire. Je trouve que c'est la première fois qu'un modèle d'entreprise est aussi exigeant, engageant et inclusif. C'est-à-dire que globalement, jusqu'alors, on avait l'économie sociale et solidaire d'un côté, donc là, 10% des entreprises en France, et on avait les 90% de l'autre. Et on se disait, les 90% autres entreprises, de toute façon, elles ne recherchent que le profit. Mais ce n'est pas vrai. Et justement, c'est en faisant pivoter ces entreprises, ces 90% d'entreprises, vers un modèle justement plus porté vers le bien commun qu'on arrivera à faire changer les choses et à faire changer aussi l'image de l'entrepreneuriat en France. Oui, c'est exactement ça. Parce que c'est vrai qu'en effet, on a une image des entrepreneurs, je m'adresse à Julien, qui est un petit peu négative dans notre pays. C'est un petit peu notre façon de voir les choses. Le patron est un petit peu le grand Manitou financier attiré par le capital. Ça a tendance à évoluer et à bouger bien sûr beaucoup. Et ce statut peut l'y aider à faire en sorte que l'image soit différente des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat même.
Oui, j'en suis persuadé. Moi, j'en suis absolument persuadé. Je voulais juste rebondir sur la Oui, bien question sûr. précédente, sur l'éventuel greenwashing. En fait, comme disait Anne, c'est une démarche quand même qui est assez exigeante. Il y a une question qui est apparue dans le fil qui m'a paru aussi très importante sur en fait, l'engagement des équipes, du management et Oui, oui, l'appropriation. j'allais vous la poser. Voilà, donc je me L'appropriation, le quid de permets. Et en fait, l'appropriation. Oui, oui, le quid de l'appropriation, très bonne question, et j'allais vous la poser. J'allais vous la poser juste ensuite, mais allons-y, allez-y, allez-y. En Comment fait, faire pourquoi pour je fais mettre un en lien place avec la question de l'éventuel abus qu'on pourrait faire de ça. En fait, c'est une démarche qui est engageante, qui est exigeante. Comme le disait Anne, moi, je pense que c'est un sujet vraiment très important de ne pas faire de silos entre eux, et c'est très inclusif comme démarche. Donc, effectivement, on n'est pas dans un. Nous, on promeut depuis très longtemps le fait qu'il ne faut pas faire un silo ESS versus un silo des autres types d'entreprises. Et ça, cette démarche d'entreprise à mission, elle permet à beaucoup d'entreprises, y compris Danone, même si effectivement il y a peut-être des maladresses, mais il y a quand même une intention et des choses qui sont intéressantes qui sont faites. Je pense que c'est un long chemin et c'est effectivement aussi plus long pour les plus grandes entreprises, justement d'engager les salariés. Et évidemment, quand ils sont des milliers ou des dizaines de milliers, c'est plus long, c'est plus compliqué et ça prendra sans doute peut-être plusieurs décennies pour que la démarche soit au complet. Et moi, juste pour citer en fait l'exemple de School Lab, quand on s'est décidé à être entreprise à mission, l'étape d'après, d'abord c'était quelque chose qui était collectif dans la prise de conscience, mais l'étape d'après qui est clé en fait, qui est celle de déterminer des objectifs pour l'entreprise, des objectifs qui vont être par ailleurs contrôlés, etc. C'est une démarche qu'on a faite collectivement, une démarche qu'on a appelée School Up Tomorrow, dans laquelle on a impliqué la totalité des salariés, y compris les stagiaires qui venaient d'arriver. C'était voilà, une démarche complètement collaborative et en fait qui fait qu'aujourd'hui on est beaucoup plus tous sereins dans le fait que c'est un choix qui est le bon et qui engage tout le monde. Et puis pour répondre à votre question sur les entrepreneurs, moi, je ne sais pas bien répondre à cette question-là parce que effectivement, c'est tout de même une démarche assez personnelle, comme on se l'est dit. Hein. C'est-à-dire, en fait, effectivement, c'est des choix qui sont des choix individuels dont on voit qu'ils sont en train de grandir. Il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, il y a 80 entreprises à mission. Il y a des dizaines je ne sais pas exactement combien d'entreprises en France, mais enfin, c'est sans doute une toute petite proportion aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant, c'est l'aspect, comme le disait Anne, je pense que c'est un point clé, inclusif et ouvert de cette démarche. C'est-à-dire qu'on a des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises. On a des entreprises de tout secteur, globalement, des services, des produits, d'entreprises dont on pourrait penser qu'elles sont loin de ces univers-là. On a parlé de la BNP, mais la BNP, c'est un engagement qui peut avoir un impact très, 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 très fort et très important et systémique sur tout ça. Voilà, donc, en quoi ça va demain revaloriser l'image des dirigeants, je serais bien incapable de le dire parce que je pense qu'on en est encore au début de l'aventure. Oui, c'est les balbutiements. Et d'ailleurs, toutes les générations, Eric, c'est toutes les générations sont attachées à ce statut. Ce n'est pas un effet de jeunesse voilà, c'est vraiment tout le monde, tous les âges. Tous les entrepreneurs de tous les Oui, âges sont intéressés. il y a pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait un effet de génération. Regardez, il y a Marc Labrève de la Charrière qui vient de balancer 400 000 à sa fondation, donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein, donc c'est pas. Non, je pense qu'il y a des prises de conscience liées que moi, je ne crois pas une demi-seconde. En revanche, je suis convaincu qu'il y a des instincts de survie qui sont extrêmement forts. C'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire que si on ne résout pas un certain nombre de fractures, le capitalisme tel qu'il était fait sera plus possible parce que les systèmes logistiques vont plus fonctionner, parce qu'il y aura des tas de choses qui vont mal fonctionner, parce qu'il y aura des dégradations qui seront faites, parce que plus personne ne respectera rien. Enfin bref, donc il y a un instinct de survie qui commande de faire autrement. Et alors il y a ceux qui sont convaincus et puis qui vont aller plus vite que les autres, et puis il y a ceux qui iront en s'apercevant que c'est rentable. Parce qu'il y a une chose qu'il faut quand même, il y a deux choses qui sont en tête dans ce système-là, notamment pour les entreprises les plus anciennes. C'est que, une transformation, ça coûte cher. Et que donc, il y a un risque de voir qu'à court terme, c'est un coût, sans qu'on soit capable d'affirmer qu'à moyen terme, ça sera une rentabilité.
Et donc, il y a un problème de temporalité qui s'installe sur est-ce que je prends le risque à court terme de me faire du bien à moyen terme. C'est toujours compliqué. Il y en a beaucoup qui préfèrent récupérer de l'argent à court terme. On pense pas au moyen terme, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en est là. Le deuxième problème qu'il y a, c'est d'ailleurs un problème que peut avoir une boîte comme BNP aujourd'hui, c'est que quand on décide de devenir une entreprise responsable, pour faire simple, le coût de la transformation, il y a aussi le coût de la temporalité de la trajectoire. C'est-à-dire que pendant tout le temps de la transformation, et plus l'entreprise est grande, plus ce temps est long, on est sur des injonctions contradictoires parce qu'on fait des choses qui ne sont pas en relation avec les engagements qu'on a. Et donc, on est mis au pilori par les médias parce que, regardez, ils ont annoncé qu'ils étaient engagés, mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est simplement parce que, entre le moment où on décide de faire quelque chose dans une entreprise de 200 000 personnes et le moment où ça se réalise, ça prend des années. Oui, c'est une mutation. Pardon ? C'est une mutation. Pendant ce temps-là, il faut accepter le fait que c'est imparfait, que ce soit sous le thème de greenwashing ou pas d'ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est que la qualité d'entreprise à mission, elle rend très difficile la capacité à faire du greenwashing à travers la notion de preuve qui est demandée. Oui. On n'est pas seulement dans le déclaratif, on est dans la preuve. Et après, il faut du temps, il faut laisser du temps au temps. Oui, ces entreprises engagées, Anne, vous avez senti des difficultés pour votre entreprise à ce que vos collaborateurs adhèrent assez rapidement ou ça s'est fait on a été convaincus très vite et la team a suivi la volonté. Alors là, je reprends mon ancienne casquette parce que là, j'ai rejoint la communauté des entreprises à mission, donc dans ce rôle associatif il y a 2 mois et demi. Et auparavant, effectivement, j'étais dans une grande entreprise, cotée 15 000 personnes. Et j'ai mené la filiale que je dirigeais, donc une filiale de 100 personnes, sur le chemin de l'entreprise à mission. Donc, c'est un chemin particulier parce que, dépendant d'un grand groupe, il a fallu avoir toutes les validations possibles, en tout cas du dirigeant, et puis se pose la question de l'actionnariat, etc., etc. Mais pour autant, on est allé un peu comme poisson pilote pour l'ensemble du groupe, et c'est ce que font aussi il y a plusieurs entreprises de ce type-là, des filiales de grands groupes qui passent société à mission, et sans que pour autant la maison mère le fasse et le développe sur l'ensemble du groupe. Les collaborateurs ont tout de suite répondu présent. Et vraiment, quand ils sentent que c'est fait avec sincérité, franchement, ça ont été les premiers à pousser la démarche, en tout cas. Et après, c'est vrai que les parties prenantes qu'on a pu interroger dans le cadre de la formulation, que ce soit les partenaires, les clients et autres, nous ont envoyé un effet miroir extrêmement positif par rapport à cette démarche aussi. Mais même pour les groupes cotés, ou même un actionnariat un peu différent, quand on voit un peu les résultats des assemblées générales, c'est une écrasante majorité. En fait, à chaque fois, plus de 90% d'avis favorables pour changer les statuts et pour intégrer la mission dans les statuts. Il y a, en tout cas, des exemples que nous avons eus à la communauté des entreprises à mission, c'est même il y a des réticences de la part de certaines entreprises qui se disent j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur de mon actionnaire, ou j'ai peur, je suis cotée en bourse, comment ça va se passer, ou alors des entreprises industrielles qui se posent la question des syndicats aussi, comment ça va être pris par les syndicats. Bien sûr. Et ça aussi, c'est une autre question. Mais en fait, c'est plus un frein personnel en disant est-ce que j'ose passer le cap? Est-ce que j'ose affirmer mon rôle politique ou pas? Voilà, il y a beaucoup de ça aussi. Et à partir du moment où on sent la sincérité et l'engagement du dirigeant, je pense qu'après, ça suit. Parfait. Il nous reste quelques minutes et je voulais terminer sur le futur, sur vous poser chacun la question de savoir si comment ce statut a en effet changé un petit peu votre vie au quotidien, votre vie de patron et aussi de direction d'association, et puis comment vous imaginez l'avenir avec ce statut, et est-ce que voilà, c'est quelque chose dans lequel vous croyez? Alors oui, évidemment, vous y croyez, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va prendre? Il y a un engouement réel, on le sent bien, Anne, dans ce que vous avez dit. Il y a un engouement réel. Est-ce que ça va prendre, selon vous? On va commencer par Julien. Alors, est-ce que ça va prendre? On l'espère tous. Oui. Je pense que moi, je pense un des éléments qu'on peut retenir là de notre discussion, c'est que c'est une démarche qui est exigeante, qui est engageante, qui vraiment
prend en compte de nombreuses contraintes et engage toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas neutre, mais néanmoins qui est ultra enthousiasmant. Donc là, aujourd'hui, moi, les premiers bénéfices que je retire de ce mouvement, c'est celui d'un enthousiasme et d'un engagement de tous les parties prenantes de la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est de notre société, ce qui est quelque chose de vraiment très, très positif. Sur la suite des opérations, l'amélioration de ce qu'on va pouvoir faire dans notre quotidien, c'est ça qui va être le juge de paix in fine. Ce qui est très compliqué, c'est d'atterrir et de mesurer les objectifs que l'on se donne. Donc d'atterrir sur des choses qui soient concrètes. C'est un travail qui a été difficile et compliqué pour nous. Nous, on a choisi 3 combats. Le combat de l'entrepreneuriat inclusif, du développement du territoire et de l'économie circulaire. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment ça se traduit très concrètement dans nos actions. Donc, nous, dans nos actions, c'est des actions. On a pris le parti de se donner des objectifs internes et externes, un peu comme Eric le situait tout à l'heure sur les objectifs internes de recrutement, mais aussi sur des objectifs externes par exemple, sur l'entrepreneuriat inclusif, d'avoir un certain nombre d'entrepreneurs qui viennent de la diversité, qui sont dans nos programmes. Voilà des choses qui sont très concrètes. Donc, la difficulté, c'est celle d'atterrir, de mesurer, de dire des choses très concrètes. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là et qu'on se tient à ça et qu'on se donne le niveau d'exigence d'y arriver, et c'est ce que nous aide, ce en quoi ce statut nous aide, le coup est parti. Donc voilà, moi je suis globalement très optimiste. Ah, parfait. Eric, vous aussi? Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a perdu Eric. Non, si. Écoutez, Eric, moi, vous m'entendez? l'environnement. Oui, parfait. Pardon? Non, je pensais qu'on… Je disais que pour moi, l'adoption de l'entreprise à mission ira au rythme de l'évolution de l'environnement. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne crois pas au grand soir de la vertu et des prises de conscience magiques, mais je crois plutôt au fait que la situation l'exige, la survie étant supérieure à la vertu, il y aura des gens qui vont s'y mettre. Maintenant, s'il y a une grave crise économique, plus à se replier sur soi qu'à développer des investissements, parce que pour certains, c'est des investissements responsables. Et donc, il y a fort à parier que si on est devant une très grave crise, on aura des comportements ambigus qui n'iront pas forcément dans le sens du temps. C'est-à-dire que cette fameuse courbe qui doit remonter avec la durabilité, avec une temporalité plus lointaine, elle se fera avec le temps. Nous, déjà, cabinet de conseil, dans l'écosystème des cabinets de conseil, on résiste très bien à la crise parce qu'on ne distribue pas de dividendes, parce qu'on est sur une motivation des collaborateurs au top, parce qu'on est sur des positionnements spécifiques. Bref, on ne subit pas la crise autant qu'on la subirait si on avait un modèle traditionnel. Et donc, la durabilité liée à la capacité à prendre des engagements fait que ça marche. Simplement, il faut laisser du temps au temps et ça viendra avec la preuve que ce modèle-là fonctionne. Parfait, exactement. Anne, est-ce que vous en tirez et la suite, on est convaincus tous autour de la table, j'allais dire, que ce modèle d'entreprise offre plus de résilience justement aux entreprises sur le long terme. Mais c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Et donc il faut se laisser le temps de maturer le sujet, de construire vraiment la mission qui lui ressemble, et parce que ça demande vraiment un travail d'introspection pour l'entreprise, de savoir d'où elle vient, où elle en est aujourd'hui, où elle a envie d'aller demain. Et c'est vraiment cette vision, elle ne peut pas s'acquérir comme ça en 3 réunions, 3 mois, c'est pas possible. Sinon, on passe à côté de quelque chose, vraiment. Et encore une fois, c'est un changement de long terme, de longue haleine pour les entreprises. Et on espère bien, effectivement, que le mouvement va grandir au fil du temps et que ça deviendra vraiment une référence d'entreprise en France. Oui, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, s'il y a un label, un développement européen,
on est encore plus au fait du sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a essayé donc pendant 7 heures de faire de la pédagogie. C'est le mot peut-être qu'on va retenir de notre entretien. L'idée qu'il faut former le personnel, vos collaborateurs, les médias, les éducateurs, les éducatrices, les étudiants en commerce à l'école, les enfants un peu plus petits pour que finalement la société dans son ensemble bouge, parce que l'entreprise, c'est le dernier mot que je vais vous demander à chacun, l'entreprise fait partie de façon intrinsèque de notre société. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre à côté. Vous êtes d'accord, Anne ? Complètement. L'entreprise a un rôle essentiel à jouer dans les transformations de la société. Complètement. Et Eric, d'ailleurs, vu que vous faites aussi il y a un travail très fort dans votre ADN de permettre à ceux qui sont moins chanceux de parvenir aussi au sommet de l'entrepreneuriat, vous êtes d'accord avec ça? L'entreprise. Oui, absolument. Enfin, émancipatrice. Sur le fait que, mais simplement, je suis d'accord sur le fait que c'est un chemin. Allons-y petit à petit avec pédagogie et ne pensons pas qu'on est en train de résoudre tous les problèmes de l'entreprise avec cette qualité-là. Parfait. Julien, un petit mot de la fin et ensuite Stacy va reprendre la parole. Bien sûr, ouais, le chemin là est long, on se l'est dit, se donner avec bienveillance et indulgence le temps que tout ça donne des résultats. On l'a dit tous, je pense que c'est un engagement des dirigeants, de la société, des sociétés dans leur ensemble. Je crois que le plus dur, c'est le démarrage, c'est l'étincelle de démarrage. Voilà. Et ensuite, comme l'a très bien dit Eric et comme l'a rappelé Anne, c'est un long chemin dans lequel il faut toujours de la bienveillance et de l'indulgence. Je voulais remercier en particulier Eric, Anne, Yasmina d'être présents, d'avoir répondu présent, d'avoir consacré du temps et de la réflexion pour cet événement. Voilà, je laisse la parole à Stacy, mais merci à tous pour votre temps. Ouais, merci beaucoup. Demain, vous pouvez nous retrouver pour le deuxième événement de cette semaine à 14h. Donc, c'est tout le jour, la même heure, 14h. Demain, on va traiter le sujet de comment l'innovation transforme les territoires. Nous aurons avec nous Manny Combefort, directeur du pôle d'équilibre territorial et rural, Pays Val de Loire, Nivernais, Marius Drigny, fondateur de la Villageois, Hélène Duval, directrice territoriale Rennes Métropole et numérique de chez Enedis, et ensuite Karen Sitt, partenaire chez Schoolab, qui sera notre modératrice. Merci encore à tous nos intervenants et à Yasmina pour votre modération fabuleuse. Merci. C'était génial. Merci beaucoup, très bon après-midi, et pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, très bon appétit. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.